Bonjour à tous, voici le compte-rendu vidéo de mon voyage herpétologique en Guyane française qui s'est déroulé donc du 23 juin au 28 août 2021, soit un peu plus de 2 mois. Alors ce voyage était centré en priorité sur la recherche des serpents, mais bien sûr je suis toujours content de voir des lézards, des amphibiens, des invertébrés, voir des plantes que je n'ai jamais vues et puis bien sûr la jungle en elle-même. Alors la majorité des serpents d'Amérique du Sud étant nocturnes, je suis sorti donc tous les soirs, la plupart du temps entre 20 h et minuit, ce qui correspond en fait à leur début d'activité nocturne, leur recherche de nourriture, le reste de la nuit étant moins propice. Alors je suis également beaucoup sorti le jour à la recherche des quelques espèces diurnes, en Guyane on trouve quelques couleuvres diurnes qui chassent donc le jour, également pour admirer la jungle de jour et trouver de nouveaux biotopes, surtout propices aux serpents. La Guyane française compte une centaine d'espèces de serpents différentes, en immense majorité des couleuvres, entre guillemets, on va dire des couleuvres et apparentées. Il n'y a qu'une douzaine d'espèces vraiment dangereuses pour l'homme. On compte 6 serpents corail et 6 crotales, en tout cas 6 crotalinés, c'est-à-dire une sous-famille de vipères qui est caractérisée par notamment une fossette entre la narine et l'œil, on le verra prochainement. Alors s'ajoute à cela 6 ou 7 couleuvres venimeuses qui peuvent être considérées comme potentiellement dangereuses ensuite à quelques morsures ayant mené à des complications, mais on est déjà bien loin des serpents corail et des crotales en termes de dangerosité. Alors dans ce petit film, je vous expliquerai à chaque fois la signification des noms scientifiques des serpents. J'y tiens parce que je pense que le nom scientifique possède vraiment une mauvaise réputation de nom latin, de mots incompréhensibles à dormir debout. Je pense que si on l'explique, un nom scientifique c'est un formidable outil de sensibilisation et d'éducation pour le profane ou le phobique des serpents, on va dire, car il renferme toujours une signification en général assez fascinante sur le comportement, l'écologie ou voire la morphologie de l'espèce, voire même des circonstances de la découverte du serpent. Alors en plus, les noms communs, les noms vernaculaires, chez nous en métropole, ils correspondent en général à des espèces bien précises. Couleuvre verte et jaune, par exemple, ça désigne qu'un seul serpent. Mais sous les tropiques, souvent c'est des appellations assez vagues et un seul nom commun va en fait désigner des fois 10 espèces très proches qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc ça c'est pas vraiment officiel. Donc au choix, je préfère plutôt vous dire le nom scientifique qui paraît barbare à la première impression, mais qui en fait quand on explique son étymologie devient limpide en termes de compréhension. Le premier soir, en descendant de l'avion, je dépose ma valise à mon Airbnb et je rejoins mon meilleur ami, Mike Kroll, qui m'emmène immédiatement chercher des serpents. On arrive donc au Rorota, c'est un sentier sur une sorte de colline, et c'est de la forêt secondaire, c'est-à-dire que c'est une forêt qui a été rasée par l'homme, en général pour la sylviculture, l'exploitation du bois, et puis qui a repoussé pendant des décennies, et en fait dans une forêt secondaire on trouve tout un cortège d'espèces d'animaux et de végétaux qu'on ne trouve pas ou peu en forêt primaire, qui elle est donc la forêt entre guillemets vierge, la forêt qui n'a pas connu d'altération d'origine anthropique, d'altération par l'homme. Donc nous arrivons donc au Rorota, donc un sentier en forêt secondaire, et directement sur le parking on trouve donc mon premier serpent exotique sauvage, qui est une petite couleuvre donc, qui est venimeuse mais qui reste inoffensive pour l'homme, du nom de Thamnodynastes pallidus. Donc on en trouvera 4 ce soir-là, c'est un serpent qui semble vraiment commun dans ce coin-là de la Guyane. C'est un tout petit serpent qui atteint un maximum une soixantaine de centimètres et qui se nourrit principalement d'amphibiens, mais aussi parfois d'invertébrés, comme des larves de coléoptères. Alors Thamnodynastes, ça vient du grec thamnos, qui veut dire buisseau ou arbrisseau, et dynastes en grec ça veut dire qui a le pouvoir ou seigneur. Donc en fait Thamnodynastes pallidus ça veut dire le seigneur des arbrisseaux, donc c'est en allusion à son mode de vie arboricole. Et pallidus, donc son nom d'espèce en latin ça veut dire jaunâtre, donc c'est en référence à sa coloration. Le lendemain, je retournerai de jour sur le sentier parce que j'avais pas encore vu la jungle de jour, mais je n'ai pas vu de serpent, je ne verrai que des petits singes écureuils, quelques beaux lézards, dont une espèce assez jolie du nom de Kenthropis calcarata. C'est un très beau lézard, c'est surtout les jeunes qui sont beaux, qui ont des couleurs vives.
Après quand ils vieillissent, entre guillemets, ils deviennent un peu plus ternes, mais ça reste un très beau lézard. Alors le soir, je décide d'aller chercher le Graal, entre guillemets, des serpents guyanais, qui est le serpent à sonnette sud-américain, Crotalus duricius, un des serpents les plus rares de Guyane, dans une plaine près du centre spatial guyanais, mais malheureusement sans succès, mais bon, qui ne tente rien à rien. Là je suis dans ce qu'on appelle une savane, un biotope qui est assez typique de cette région de la Guyane, et je cherche désespérément le serpent à sonnette de Guyane, le Crotalus duricius. Alors c'est un serpent qui est vraiment pas commun, hein. Il est très rare, mais là où on le trouve, c'est surtout ici, dans cette savane sèche. Bon, là où je suis, c'est pas sec du tout, mais la majorité de la savane est sèche, et il y a ici, à peu près qu'ici, qu'on puisse le trouver, donc bon, voilà, je cherche. Le 28 juin, en plein après-midi, dans la jungle du mont Grand Matoury, je tombe nez à nez avec un beau petit crotal du nom de Bothrops atrox, qui est bien connu des locaux sous le nom de Grage. C'est mon tout premier crotal, alors j'ai le cœur qui bat la chamade, je suis comme paralysé de passion, si je puis dire, devant lui. Bothrops atrox, mon premier crotal. Je suis comme un fou. Alors il est tout petit, à cette taille, ils sont très vifs, très nerveux et très mordeurs, ça les rend assez dangereux. Alors il m'a filé entre les doigts, mais j'aurais quand même eu le temps de l'immortaliser. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce serpent, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Le 2 juillet, de nuit, en forêt de Caux, sur un sentier de la réserve Trésor, je trouve un serpent qui fera mon bonheur, qui s'appelle Oxyropus melanogenis, qui est une petite couleuvre qui est venimeuse mais qui reste parfaitement inoffensive pour l'homme, qui chassait au sol à quelques mètres de moi hors du sentier. C'est un serpent qui atteint au maximum 1m10 pour ce qu'on sait, et qui se nourrit surtout de petits lézards fouisseurs. C'est une espèce qui est mimétique d'un dangereux serpent corail, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Alors Oxyropus, ça vient du grec oxyropos, qui veut dire qui rampe promptement, qui rampe rapidement, et peut-être en référence à la relative rapidité de déplacement de ces serpents. Et melanogenis, ça veut dire mâchoire noire en grec, en référence donc aux mâchoires noires du serpent. Le lendemain soir, en prospectant la forêt du bagne des Anamites, je fais la connaissance d'une espèce particulièrement combative qu'on appelle Helicops angulatus. Donc c'est une sorte de version ultra énervée de notre petite couleuvre vipérine européenne. C'est comme la couleuvre vipérine française, en fait, c'est un serpent aquatique, une couleuvre aquatique qui a des motifs qui lui ressemblent un petit peu, qui est livrée en général brune, dans différentes teintes, mais brune quand même, et qui mange des poissons, des amphibiens, voilà, donc comme notre couleuvre vipérine, sauf que celle-ci, elle peut atteindre plus d'1 mètre, elle mord super fort, et elle a vraiment un sale caractère, voilà. Elle mordra vraiment quiconque essaie de l'importuner, donc si on essaie de l'attraper, on va vite le sentir. Alors heureusement, elle est non venimeuse, mais elle a quand même des grandes dents à l'arrière de la mâchoire. Et bon, suivant les grenouilles qu'elle mange, il serait possible que sa salive soit un petit peu toxique, au moins de temps en temps. Donc faut quand même éviter les morsures de ce genre de serpent. Parfois, ça peut conduire à des petits gonflements de la main, ce genre de choses. En tout cas, rien de très dangereux. Donc c'est un serpent assez commun en Guyane, dans la moindre mare, le moindre trou d'eau, on la croise la nuit. Et sur le chemin du retour, sur donc la route de l'Est en voiture, je passe près d'une grosse silhouette serpentiforme qui était en plein milieu de la route. Alors moi j'ai vu une tête triangulaire très grosse en passant, donc j'ai cru que c'était un très gros crotal. Et en fait, en descendant de la voiture, je me suis rendu compte que c'était un jeune boa constricteur qui faisait un peu plus d'1 mètre. Alors j'ai eu une chance inouïe parce que un collègue naturaliste qui se reconnaîtra m'a dit qu'en 7 ans il n'a jamais eu la chance d'en voir un vivant, et moi j'étais là depuis quelques jours et j'ai réussi à en trouver un, donc j'étais vraiment aux anges. Alors, le boa constricteur, c'est un serpent qui évidemment a fait couler beaucoup d'encre, notamment avec les explorateurs des 18e, 19e siècle, en parlant de serpents gigantesques, etc. C'est un serpent qui peut quand même atteindre 4,50 m, il y en a des assez massifs, même si c'est dur à trouver, mais oui, c'est un sacré serpent, c'est un serpent emblématique qu'on trouve dans beaucoup d'animaleries. Alors moi je connais depuis tout petit ce serpent, j'ai vu dans tous mes livres, et là le voir en vrai, croyez-moi, ça fait quelque chose. Alors le terme boa, c'est très intéressant, c'est un très vieux terme qui est cité pour la première fois
par Pline l'Ancien, hein, qui vivait dans les premiers siècles. Hein. Il est né en l'an 23 et est mort en l'an 79 précisément. Et en parlant du boa, il faisait référence à une légende de serpents qui mangeait les enfants en Italie, c'est pas vrai évidemment, hein, et qui se nourrissait de lait de vache. Quoi, la légende des serpents qui têtent le pied des vaches, ça date pas d'hier. Et donc le nom de boa vient du latin bos, qui signifie bœuf en fait, d'où le nom aujourd'hui des bovidés. C'est d'ailleurs le genre des vaches ou des taureaux, je crois qu'on dit bos taurus. Et donc voilà, boa ça vient de ça. Le 6 juillet, en compagnie de Vincent Prémel, hein, dont je vous invite à aller voir la chaîne YouTube en description, on cherchait des serpents sans relâche au bagne des Anamites, mais c'est une soirée qui s'annonçait un peu mauvaise parce qu'il faisait extrêmement sec, et en Amazonie, en fait, sous les tropiques de manière générale, la pluie fait sortir les vers de terre, les amphibiens, qui sont mangés donc également par des lézards. Donc en fait, la pluie fait sortir toutes les proies, la plupart des proies des serpents. Donc après une grosse pluie, il y a de fortes chances de voir des serpents. Voilà. Là, c'est une soirée qui s'annonçait mal. On a cherché un bon moment en voyant quasiment rien, hormis quelques amphibiens. Mais sur le chemin du retour, Vincent, avec son œil de ninja, a aperçu une couleuvre arboricole inoffensive du nom de Dipsas variegata. C'est un petit serpent qui dépasse pas les 80 cm. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est malacophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit en majorité de gastéropodes. Alors, il y a des faits très intéressants avec les serpents malacophages. Alors je ne sais pas, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié chez les serpents malacophages du Nouveau Monde, mais en Asie, il y a des serpents très proches qu'on appelle les Asténodipsas, et qui en fait donc se nourrissent que d'escargots. Et il faut savoir que les escargots ont soit une coquille dextre, c'est-à-dire qui s'ouvre sur la droite, soit une coquille sénestre qui s'ouvre vers la gauche. Et on s'est rendu compte en fait que pour la même espèce de serpent, s'il est dans une zone où les escargots ont la coquille dextre, et ben il aura 2 fois plus de dents du côté droit. Les dents palatines, hein, les dents donc les dents du maxillaire seront 2 fois plus nombreuses si les escargots ont la coquille qui s'ouvre du côté droit, et inversement s'il s'ouvre du côté gauche, au sein de la même espèce de serpent. Donc c'est une formidable évolution. Le nom de Dipsas, c'est assez rigolo, ça vient d'un verbe grec qui veut dire « j'ai soif de » ou qui veut dire « la soif ». Et ça fait référence à un serpent du même nom, donc du nom de Dipsas, cité par Aristote comme ayant une morsure venimeuse et qui provoquerait l'aridité du palais. Alors évidemment, notre Dipsas à nous, il est parfaitement inoffensif, mais le nom vient de là. Et variegata, c'est tout simple, ça vient du latin variegatus, et ça veut dire varié, en référence à sa coloration qui est donc variable. Alors avec Vincent, on a aussi trouvé ce soir-là un super biotope potentiel, un super serpent corail qui est le plus grand et le plus aquatique de tous, mais on ne verra qu'une anguille électrique. Et le lendemain, donc ce biotope m'avait un petit peu fait rêver, je me voyais déjà trouver le fameux serpent corail à l'intérieur, donc le lendemain soir, j'ai décidé d'y retourner, donc avec l'espoir de le voir. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au bout de 10 minutes de route, une surprise rouge, noire et blanche m'attendait sur le bas-côté et m'a fait faire un petit dérapage en voiture. Donc c'était le fameux Micrurus surinamensis, on peut l'appeler en français serpent corail du Suriname, même si on le trouve dans d'autres pays que celui-ci, et donc évidemment en Guyane française. Donc là, dans la littérature, sa taille maximale allait donner à 1m39, mais bon, moi, plusieurs contacts en Guyane m'ont assuré en avoir vu des plus grands, ce qui est probable parce qu'on a peu de données sur ces serpents-là. C'est le plus grand, le plus gros de tous les serpents corail, et de par la taille massive de sa tête, et donc de facto des glandes à venin, ça en fait aussi le plus dangereux, bien que c'est pas un serpent particulièrement agressif et qui est quand même plutôt rare. Alors comme tous les serpents corail, et je dirais même comme tous les élapidés, il a un venin neurotoxique, donc c'est un venin paralysant qui a des effets qui sont semblables à ceux du curare. Alors, je me sens obligé de le répéter, évidemment ne jamais attraper un serpent corail à main nue, là c'est pour lui sauver la vie, et parce que j'ai perdu mon crochet de serpent, mais en temps normal, il faut pas le faire, évidemment. Alors les morsures sont rares, mais voilà, c'est un serpent quand même relativement dangereux, qu'il faut respecter. Alors c'est un serpent qui se nourrit quasi exclusivement de poissons, mais il peut aussi s'attaquer à d'autres serpents. Les serpents corail en général mangent d'autres serpents. Alors je dis qu'il est géant parce que l'immense majorité des serpents corail sont de petits serpents à tout fin qui dépassent rarement les 70 cm, mais alors lui il atteint 1m39 voire plus, donc c'est un serpent qui est très impressionnant et surtout qui est absolument splendide, il est très très beau. Alors c'est un serpent qui peut infliger une morsure potentiellement mortelle, mais bon, comme on l'a dit, les morsures sont quasi inexistantes.
Alors le lendemain soir, aucun serpent, mais en forêt de Caux, j'ai trouvé un très beau lézard que je pensais beaucoup plus commun que ça, mais en fait j'en ai vu qu'un seul qui répond au nom de Plica umbra. Je trouve ça assez joli, qui dormait sur une branche, un beau lézard d'un beau vert avec des jolies teintes, voilà, un super beau lézard. Alors le 10 juillet, arrivé au camp Bonaventure, en forêt de Bélison, c'est un camp en fait avec des carbets, on peut dormir dans les carbets, puis passer ses journées à aller explorer la jungle, où Mike et moi on capturera un beau grage qui squattait sous le carbet de touristes. Alors là c'est beaucoup plus gros que celui que j'avais vu, que le petit que j'avais vu au Mont Grand Matoury. Et donc direction un sac en toile et on le relâchera en lieu sûr. Alors, le lendemain, toujours à Bélison, je rencontre un passionné de serpents qui deviendra un nouvel ami, Julien, qui se reconnaîtra, avec qui on sortira le soir et qui va nous trouver le fameux serpent corail, rappelez-vous, imité par notre petite couleuvre noir et jaune dont on parlait en début de vidéo. Et c'est le fameux serpent corail qui répond au nom de Micrurus emprichi. Alors une de mes connaissances qui se reconnaîtra a frôlé la mort, mordu par ce serpent au Pérou. Donc c'est un serpent avec lequel il faut vraiment pas faire de stupidité. Mais c'est un serpent absolument magnifique, il est d'un bleu irisé, il a des reflets arc-en-ciel, il est absolument splendide. Mais il a son caractère quand même, il est assez imprévisible, assez fourbe, donc faut faire attention avec ce genre de serpent. Alors, il atteint 90 cm quand même, et se nourrit, donc comme la plupart des serpents corail, il se nourrit en grosse majorité de serpents, même s'il peut parfois s'attaquer à des lézards. Alors, c'est un serpent vif et mordeur, comme tous les serpents corail, il possède un venin neurotoxique. À inquiéter, ce qui est assez rigolo, comme beaucoup de serpents corail, peut-être même tous, il présente sa queue en fait relevée devant son agresseur, qui est en fait comme la queue est un petit peu boudinée, l'agresseur pourrait la confondre avec la tête et donc va attaquer la queue qui est une partie non vitale. Voilà, mais il n'y a pas que les serpents corail qui font ça, c'est apparu indépendamment chez pas mal d'espèces de serpents à travers le monde. Alors les serpents corail, ils font partie de la famille des élapidés, et cette famille, c'est la famille en fait des mamba, le fameux mamba noir, les mamba verts, c'est la famille des cobras aussi en Afrique et en Asie, et des serpents marins. Voilà. Alors les membres de cette famille sont tous venimeux et possèdent en majorité une longue queue assez effilée. Mais les serpents corail, eux, ont une queue, comme on l'a dit, assez courte, aplatie, boudinée, et en fait c'est ça qui leur vaut leur nom de genre Micrurus. Ça vient du grec mikros, qui veut dire petit, et ura, c'est la queue. Alors, rappelez-vous le symbole ésotérique, l'ouroboros. Donc on a encore la même racine, uro, ura, donc c'est-à-dire la queue, donc littéralement ça veut dire petite queue ou que de courte taille qui tranche en fait avec le reste des élapidés. Après quelques jours, le 13 juillet, c'est le retour à la civilisation. Alors avec Alex, que je salue au passage, rencontré sur place, on ira prospecter la route de Guatemala, qui est un coin assez célèbre chez les passionnés d'herpétologie, pour voir des boas arboricoles du nom de Corallus hortulana. Donc c'est une route qui est située entre Cayenne et Kourou. En fait, ils ont une membrane dans leurs yeux qui s'appelle le tapetum lucidum, qui reflète la lumière. Il y a très peu de serpents comme ça, mais en fait, leur recherche est facile, parce qu'il suffit de parcourir la route à faible allure et d'éclairer en fait la strate arborée, la strate arbustive, d'éclairer les buissons, et quand on voit deux yeux rouges qui brillent, en général c'est soit un boa, soit un petit mammifère. C'est des serpents qui peuvent atteindre 1m90, ils peuvent frôler les 2 mètres, donc c'est de grands serpents, et ils possèdent de très grandes dents à l'avant du maxillaire. Alors on a très longtemps supposé que ça leur servait à attraper des oiseaux. Il y a eu un peu de fantasme là-dessus, mais en réalité on sait depuis donc Robert Henderson, l'éminent spécialiste des boas néotropicaux, qu'en fait ces serpents ils se nourrissent en majorité de micro-mammifères et de lézards, donc leurs longues dents en fait elles leur servent à retenir leur proie en suspension, parce qu'ils chassent la tête en bas. Voilà. C'est ça la raison de leurs longues dents en avant. Alors sur le retour, donc Alex, qui lui aussi s'est fait greffer un œil de ninja avec vision nocturne, repère une couleuvre au repos sur des branches basses, et j'ai réussi à la prendre en photo avant qu'elle s'enfuit, et c'est le seul chasseur, c'est comme ça qu'on les appelle en Guyane, que je verrai du séjour. Donc c'était Chironus carinatus, voilà, une très belle couleuvre. Malheureusement je peux vous montrer que la face ventrale.